Depuis quelques jours, ça ne vous a pas échappé, les températures remontent enfin et le printemps est là. Donc fini les soupes d'hiver devant la cheminée, place aux légumes à consommer sans modération. Asperges, navets, concombres, petits pois, aubergines, blettes, fenouilles ou encore épinards, les étals des marchés sont garnis de ces légumes de saison. Tous possèdent de nombreux atouts pour notre santé, crus, poêlés, à la vapeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres modes de cuisson. On verra. Vous verrez qu'il est possible de les déguster de mille et une façons. Quelles vitamines contiennent ces légumes de printemps? Comment bien les choisir? Quel mode de cuisson privilégier pour en préserver les intérêts et le goût? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Catherine Lacronière, qui est médecin nutritionniste. Rebonjour. Et Clotilde Jacoulot, qui est primeur. Bonjour. Il y a plein de choses très appétissantes devant elle. Mes enfants sont tout mous en cette période, nous dit-on. Est-ce que certains légumes de saison sont riches en vitamine C? Oui, surtout quand ils sont consommés crus et qu'on les consomme rapidement, qu'ils ne perdent pas trop de temps dans le transport. Cette vitamine C, bien sûr, elle va être un petit peu labile, mais les légumes sont une excellente source. Tous? Beaucoup d'entre eux, je dirais que l'artichaut est un des légumes les plus riches en antioxydants, dont fait partie la vitamine C. Il y en a aussi beaucoup dans le poivron, dans le persil, que nous n'avons pas aujourd'hui, mais il y en a de toute façon un petit peu partout. Mathilde qui se pose la question, est-il déconseillé de manger des légumes qui sont non bio? Alors c'est toujours bien de respecter la filière bio puisqu'elle évite les pesticides, surtout si on veut garder la peau de ces légumes. Donc oui, dans ce cadre-là, c'est plutôt conseillé. Alors moi, je rebondirai tout de suite en tant que vendeuse de fruits et légumes, puisque les légumes bio, c'est bien quand c'est français, à mon avis. Donc il vaut mieux manger de tout, un petit peu de bio bien sûr, et puis des légumes de saison qui ne soient pas bio, c'est quand même mieux qu'un légume pas de saison bio. Enfin, il faut faire un petit peu la part des choses. Donc là, au printemps, en plus sur les légumes primeurs, on n'a pas beaucoup de pesticides, c'est pas des légumes qui sont conservés depuis longtemps. Donc on fait attention à faire la part des choses à ce moment-là sur les pesticides, pas les pesticides. Il vaut mieux manger un produit français de saison. En avant. Et si vous dites ça notamment, c'est parce que la réglementation bio n'est pas la même dans tous les pays. Alors attention, la réglementation bio est la même pour tous les pays d'Europe. Ah, c'est ça. Donc si vous achetez un abricot en Suisse, moi j'habite à Morteau, près de la Suisse, on peut éventuellement se poser des questions. Par contre, si vous achetez un légume en Espagne, il est sûrement, peut-être, on ne sait pas, peut-être plus traité qu'un français. Par contre, il subit la même réglementation. Petit message sur les légumes de saison. Oui, ça c'est très important de pouvoir consommer, c'est d'ailleurs le thème d'aujourd'hui, ce qui évite de faire d'abord du mal à la planète et de perdre beaucoup de nutriments dans des transports qui sont longs. Comment ne pas exploser son budget et bien choisir les légumes de printemps? Alors la priorité, quand on mange des légumes de saison, on mange des produits qui ne sont pas très chers. Si vous achetez des choux-fleurs pas à la bonne saison, on peut aller de 1 € en pleine saison à 5 € la pièce en été. Donc en mangeant des légumes de saison, on a la garantie de ne pas exploser son budget. Une botte de radis, c'est 1 € au printemps, en tout cas en ce moment. Les artichauts, on va avoir les premiers artichauts à 90 centimes la pièce, moins d'1 € la pièce, jusqu'à des plus gros français. Là, on est vraiment sur le début de saison, qui vont être plus chers. Mais vraiment, en mangeant les légumes de saison, on n'expose pas le budget. Ça, c'est une certitude. Et on va en parler en utilisant en plus les fans, ce qui fait effectivement double Exactement, emploi. exactement. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment on choisit des bons légumes de printemps? On va au marché? Oui, et après Alors on va au marché, on va chez le primeur, on va en grande surface. Il faut respecter tous les réseaux de distribution. Moi j'habite dans une région où il n'y a pas de production, ils gèlent tous les mois de l'année, il n'y a pas de marché. Donc j'irais plus simplement de dire aller vers un commerçant à qui vous pouvez faire confiance, où vous pouvez trouver du conseil. Donc un primeur détaillant comme moi, mais aussi... Et c'est pas la peine de vouloir que tout soit joli, de la même forme, etc. C'est pas ça c'est pas le critère. Alors... longtemps, on a un peu maudit les légumes tordus. Il faut savoir qu'une carotte, quand elle est tordue, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré un caillou quand elle a poussé. Donc en fait, elle rencontre le caillou, hop, elle fait le tour, elle continue. C'est pas pour ça qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Par contre, vous avez des fruits comme la pomme. Quand une pomme est déformée, elle est moins bonne. Donc ça, c'est vraiment le métier du primeur qui va apporter... Concrètement, le dimanche matin, je vais au marché. Au marché, il y a plusieurs étals de primeurs. Comment je choisis? Alors, aidez-le pour dimanche, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vous invite à Morteau, déjà. Venez chez moi, on va passer une bonne soirée, manger de la saucisse, il n'y a pas de souci. Non, voilà, quand vous faites le marché, déjà, il y a quand même à un moment donné, la confiance qu'on fait et puis le conseil. Malgré tout, quand vous n'avez personne pour vous conseiller, parce que je ne pourrais pas venir chez vous dimanche, je m'excuse, mais voilà, quand vous avez, moi j'arrive de Morteau, ces fans, elles sont encore vraiment
elles sont encore vraiment drues, elles tombent pas. Pareil pour les radis. Voilà, il faut déjà des fanes sur l'aspect. Voilà, qui fassent envie, qui ne soient pas flétris, qui ne soient pas jaunis, d'accord. Après, pareil pour les rafanes. Donc là, les rafanes, c'est un jour. Moi, j'ai fait le voyage, la fan est foutue. Les petits pois, voilà, il faut que ça soit bien ferme. Voilà, on voit vraiment qu'il y a de l'eau quand on ouvre, on voit que c'est juteux. Il faut vraiment le flétrissement, c'est vraiment le premier aspect, quoi. Hein. Okay. Donc après, il faut savoir que des légumes, ça souffre très très vite. Hein. Je vous dis, je suis partie de Morteau ce matin, la fan du navet était magnifique. On arrive ici, c'est fini. Et la couleur sur la pomme de terre quand il y a un petit peu de vert? Alors, le vert de la pomme de terre, non, vraiment, là, on ne doit pas avoir de vert sur une pomme de terre. Il faut savoir que la pomme de terre nouvelle... Merci Catherine. La pomme de terre nouvelle, d'ailleurs qui est nouvelle jusqu'au 15 août, hein, on peut dire qu'elle est nouvelle jusqu'à cette date, donc elle verdit vite et on ne doit pas manger par exemple ni une endive verte ni une pomme de terre verte. Ce sont des alcaloïdes qui en effet sont néfastes pour la santé, donc ça il faut enlever absolument cette partie verte. D'accord. Et nous, par exemple, dans nos magasins, on couvre ces produits la nuit puisque l'action de la lune sera, voire plus, mais en moins équivalente à celle du soleil sur les produits qui vont prendre la lumière. Tout ça, quand je les achète le dimanche matin, je tiens mon marché le dimanche matin, je ne vais pas manger toute la journée même, je mets au frigidaire. Alors, par exemple, haut du frigidaire, en bas ou oui. pas frigidaire. Alors, on met en bas. Maintenant, il y a aussi des frigos qui ont des parties fraîches spéciales pour les légumes qui gardent vraiment, vraiment bien. Par exemple, pour la carotte, nous, on conseille aux clients de couper la fan. Parce que la fan est très, très grande. Et il se peut que la carotte pense encore qu'elle est en terre et puis que ça soit les fans qui absorbent un petit peu l'humidité, la fraîcheur de la carotte. Donc, on les coupe. On peut les garder, on en parlera tout à l'heure pour faire une recette avec les fans. Donc le mieux, on peut les laver tout de suite ou pas, mais en tout cas, il faut les garder en bas du réfrigérateur. Si on peut, pas dans un sac plastique, hein, c'est comme pour nous, dans un sac plastique, ça se passe pas bien. Les sacs en papier, c'est bien, les sacs en tissu, hein, maintenant on donne beaucoup de sacs en tissu, ce qui permet de les réutiliser sans les jeter. Donc voilà, de toute façon, au frais. Hein. Vous avez montré les petits pois, on a une question là-dessus. J'adore les petits pois, mais moins les épluchés. Si je les achète surgelés, est-ce qu'ils perdent leur vertu ? Alors, quand un aliment est surgelé, en général, il l'est très rapidement après qu'on l'ait cueilli et qu'on l'ait préparé. Donc non, il va garder sa vertu, parfois même mieux que certains qui, encore une fois, ont trop voyagé. Mais en même temps, éplucher les petits pois, écosser les petits pois en famille, c'est assez sympa. Voilà, quand on écosse les petits pois, on passe un bon moment. Et puis aussi, ce qu'on peut faire, quand on a enlevé les petits pois, on les écosse comme un haricot, on enlève le fil et puis on fait une soupe. Alors il faut savoir que vous les cuisez longtemps, vous les mixez avec un petit peu de sel, un petit peu de crème allégée, hein, Catherine, n'est-ce pas ? Et puis voilà, on fait un super velouté avec l'écosse de petits pois. Et là, c'est vraiment surprenant le goût de petits pois fort que ça a. On va parler des asperges. On nous demande quelles sont les valeurs nutritives des asperges. Je vous pose la question, Régis. Je vais vous répondre avec un reportage. Il en existe des blanches, les asperges, des vertes, des violettes, des grosses et des fines. Et c'est le légume emblématique du printemps, l'asperge. Chaque année, plus de 20 000 tonnes sont récoltées dans l'Hexagone. Les Landes figurent parmi les départements qui en produisent le plus. Une de nos équipes s'est rendue sur place pour percer les mystères de l'asperge. Céline Morel, Malika Julien et Cyril Baumelard. À l'abri des regards, sous ces longues bâches noires, se cache le trésor gourmand des Landes. Bien enfouis au cœur des buttes de sable, les asperges blanches pointent le bout de leur nez. L'asperge, elle se teinte en fonction de la lumière. Si elle ne voit pas le jour, vous avez des asperges blanches. Et si elle voit le jour, au fur et à mesure, elle devient violette, puis elle devient verte. Déjà appréciées des Grecs et des Romains pour leur goût délicat et leurs propriétés diurétiques, les asperges sont encore aujourd'hui récoltées exclusivement à la main. On récolte l'asperge à l'aide d'un outil que l'on appelle une gouge. C'est un genre de grande cuillère qui nous permet de décoller l'asperge de sa racine. On plante l'outil un petit peu parallèle, on donne un petit coup de poignet, voilà, et on récolte une belle asperge. Lorsqu'il fait chaud, les asperges peuvent pousser jusqu'à 6 cm par jour. Entre les mois de mars et de juin, les saisonniers sont donc à l'affût des asperges prêtes pour la récolte. Pour être parfaites, celles-ci doivent mesurer 22 cm minimum et avoir un diamètre assez large. Les gens ont tendance à penser que plus l'asperge est fine, meilleure elle est, et en fait c'est le contraire. Plus les asperges sont grosses et elles sont beaucoup plus fondantes. Une fois récoltées, c'est une course contre la montre qui commence. Car pour garantir leur fraîcheur, moins de 4 heures doivent s'écouler entre la sortie du champ et le stockage en chambre froide. On les passe dans cette machine qui les douche, qui fait tomber le maximum de sable
Et ensuite, on les laisse en permanence sous le jet pour qu'elles ne sèchent pas. Un deuxième bain permet de retirer les derniers grains de sable. Les asperges sont ensuite alignées, coupées et disposées dans des cagettes. Une dernière douche sous une eau à 3 degrés pour bloquer leur maturation et les asperges sont prêtes à être consommées. Waouh! De plus en plus belles. Bien sûr. Extra, on va se régaler. Bon, déjà, rien qu'à la couleur, là, on sent bien qu'elles sont superbes. Aucune peau décollée, c'est de l'ultra frais. Pour sublimer ces asperges, le chef vous propose de réaliser un duo asperges braisées et gyoza d'asperges. Pour réaliser cette recette, il vous faut une poignée de graines de courge, de la purée au curcuma, un jaune d'œuf, de l'huile de courge, du bouillon, de la graisse de canard, du beurre, des pâtes de gyoza et bien sûr 6 asperges blanches. Première étape, peler les asperges. L'idée, c'est de ne pas le lever, je me mets à plat et on y va. Donc là, je pèle que la moitié parce que cette peau-là, très fine, elle a du goût et pas besoin d'appeler, donc gardons-la. Coupez ensuite les asperges. Les 3 premières vont être blanchies. Pour cela, il suffit de les plonger dans de l'eau salée frémissante pendant 14 minutes. Quant aux 3 autres, elles vont être braisées. Un peu de graisse de canard, voilà. Petit morceau de beurre. Allez, on va mettre 2. Donc on va les griller, mais on aura ce côté coloration, ce sucre un peu, qui est très intéressant pour l'asperge. Ça crépite, ça chante un petit peu, elle devient quand même appétissante. Hein. Laissez cuire pendant 15 à 20 minutes en arrosant régulièrement de bouillon. Il est temps de sortir les asperges de l'eau, sans oublier de vérifier qu'elles sont bien cuites. Je trempe dedans, voilà, parfait. Reste à préparer les gyoza, des ravioles d'origine asiatique. Badigeonner avec le blanc d'œuf et déposer une asperge au-dessus. On va laisser sortir la tête, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et ensuite, on ferme, tout simplement. Et voilà, ma petite asperge avec ma petite gyoza. Utilisez la même technique pour les 2 autres gyoza. Pochez ensuite les gyoza dans de l'eau frémissante pendant 30 secondes afin de ramollir la pâte. Super. Puis faites-les griller dans de l'huile ou de la graisse de canard. Voilà, on commence à voir un petit peu la coloration qui arrive. Et ça, vraiment, ça ouvre l'appétit. Hein. Superbe ça. Passons au dressage. Déposez de manière artistique la purée dans l'assiette. Hop là. Les asperges braisées, ainsi que les gyoza d'asperges. Saupoudrez ensuite de graines de courge pour le croquant et d'un filet d'huile de courge. C'est prêt, régalez-vous. J'ai faim. Ça donne faim, ça. Si Hein. vous faites des choses comme ça, moi, je viens chez vous, m'invitez, je viens. Alors vous, c'est comme ça. Vous allez faire le marché à un endroit, ensuite vous venez manger chez moi, c'est très bien. Le plat, il est intéressant, là. Alors très intéressant parce que l'asperge déjà nutritionnellement elle est passionnante parce qu'elle est peu calorique, elle est riche en fibres et en potassium, donc elle est drainante, c'est un aliment minceur parfait pour la saison. Et puis là notre chef cuisinier a utilisé du curcuma qu'il a mélangé avec une graisse de canard, ce qui permet d'avoir une meilleure absorption du curcuma. Il a mis du blanc d'œuf, enfin c'est une recette qui est vraiment nutritionnellement intéressante. Je dirais juste peut-être un petit bémol avec le beurre qu'on fait On revenir. peut mettre de la graisse de canard. Voilà, comme ça. aurait été aussi bien. Les asperges, on peut les manger jusqu'au bout. On enlève vraiment les 2 derniers centimètres. En fait, c'est un petit peu... au moment où on l'épluche, on coupe si on sent que c'est encore un petit peu trop dur. Parce que des fois, c'est une asperge qui est très longue, qui a été coupée à la bonne longueur. Puis des fois, elle est un peu plus courte. Donc vraiment, quand on a fini d'éplucher, on coupe le bas de l'asperge. Si on sent qu'il y a encore une résistance importante, il faut savoir, quand on choisit une asperge, qu'il y a presque autant de fils sur une grosse asperge que sur une petite. D'accord. Donc, il vaut mieux choisir des grosses. Voilà. C'est un petit peu plus cher, mais bon, voilà. Et puis, on est sûr que ça soit du beurre quand on les déguste. Je suis enceinte, puis-je consommer des légumes crus sans danger? Alors oui, on peut consommer des légumes crus, parce qu'en plus, ils ont des folates, cette fameuse vitamine B9 qui est primordiale, surtout pendant les premiers mois de la grossesse et avant la conception. Et en particulier, eh bien, notre artichaut a beaucoup de vitamine B9. Bien entendu, si on n'est pas contre la toxoplasmose, il faudra bien laver ces légumes. On sait que par exemple pour les salades, eh bien, on fait 3 bains avec du vinaigre pour éviter tout souci au niveau infectieux. À part les petites pommes de terre qu'on peut cuire comme ça en les coupant en 2 sans enlever la peau et manger la peau, tous les légumes de printemps, on enlève la peau? Non, on enlève la peau d'aucun légume en fait. peut Puisque manger la là, peau. quand les légumes sont primaires, par exemple sur les navets, on gratte à peine la peau, il n'y a rien. Hein. D'accord. Donc là, vraiment, le fait que le légume soit pas encore arrivé à maturité dans sa croissance, lui permet d'avoir une peau très très fine. Même si on mange cru.
Et même si on mange cru, D'accord. il suffit de laver les légumes. Hein, on nous pose souvent des questions sur les traitements. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, on traite de moins en moins. L'image du tracteur qui traite, tout ça, c'est quand même terminé. Le légume de printemps, il n'est pas resté longtemps en terre, pas souvent longtemps dans le champ, pas en chambre froide. Voilà, c'est des produits qui sont vraiment très très peu traités. Donc on peut les manger en entier. Est-ce qu'il est vrai que l'oignon contient beaucoup d'antioxydants? Est-ce qu'il faut privilégier un type d'oignon en particulier? Alors oui, les oignons contiennent tous beaucoup d'antioxydants. Lorsqu'ils sont rouges, ce sont des anthocyanes. Lorsqu'il est jaune, c'est de la quercétine, qui est vraiment très intéressante dans la prévention cardiovasculaire. Quand il est blanc, par contre, il y a moins d'antioxydants. Ces petits oignons nouveaux. Alors justement, dans les petits oignons comme ça, qu'est-ce que vous faites de la tige? Alors, la fan, alors là, je vous montre la différence. Donc Ouais. là, on a un oignon fan. Donc là, on voit bien le bulbe. Donc on peut utiliser ça, les faire frire. On peut aussi utiliser cette partie, notamment ici avec la cébette, qui est un petit peu plus fine. Quand on la coupe, ça fait comme une ciboulette un petit peu forte. Donc on peut déjà l'utiliser dans la salade, on peut l'utiliser dans l'omelette. On peut aussi... Comme ça, on la coupe en petits morceaux. Voilà, on la coupe en petits morceaux. Et puis après, avec toutes ces fans, on peut par exemple décider qu'il nous reste un petit peu de pommes de terre et puis faire une soupe, un velouté froid aussi. Donc là, vraiment, on mange tout. Et puis aussi un produit assez peu connu, ça c'est l'ail. Donc c'est l'ail avant que le bulbe ne grossisse. Et puis là, on peut manger tout. Il n'y a pas de problème d'haleine après. Hein. C'est vraiment doux. On a vraiment le parfum de l'ail sans l'inconvénient. D'accord. Un petit Du goût bémol, très hein. fort. Oui. Par contre, pour l'oignon, par exemple, ce sont des aliments qui sont fermenticibles. C'est-à-dire que pour les gens qui ont une colopathie fonctionnelle, un intestin irritable, eh bien, ça peut être un petit peu difficile. Voilà. Je sais que là, il y a beaucoup de vertus, mais je ne le digère pas. Comment le consommer? Alors, d'abord, on peut le consommer cru. C'est vrai que le problème de digestion revient à ce qu'on vient de dire avec les intestins irritables. L'ail, comme l'oignon, fait partie de cette famille des Aliacées où il y a beaucoup d'antioxydants. Donc, c'est vrai que c'est intéressant quand même de le manger cru. Après, l'ail, bien sûr, on enlève le bulbe. Et puis, on peut manger deux produits. Donc, soit l'ail qui est vraiment très frais, puis aussi l'ail des ours. Hein, en ce moment, on en trouve un petit peu... moi, là, il n'y en a pas, mais ça fait comme une grosse fleur de muguet. Et puis, ça a vraiment le goût d'ail et c'est super digeste. Donc, voilà, quand on ne digère pas l'ail, mais qu'on aime le goût, on peut manger ce produit-là. Vous parliez de côlon irritable, justement. En cas de colopathie fonctionnelle, y a-t-il des légumes de printemps moins irritants que d'autres pour les intestins? Alors, ce que l'on dit, pour éviter cet afflux de fibres insolubles, de fibres dures, finalement, il faudrait mieux cuire ces légumes que de les manger crus. Mais en les faisant cuire, eh bien, on risque de perdre une partie de leur valeur nutritionnelle. Vitamines. Pourquoi dit-on que les radis roses auraient des vertus anti-cancer? Alors les radis ont des antioxydants et c'est pour ça qu'on pourrait les évoquer dans les aliments entre guillemets toujours anti-cancer. Ces antioxydants sont des flavonoïdes, des polyphénols et il y a plusieurs études qui montrent, en tout cas in vitro, qu'il y aurait un impact au niveau de la prévention des cancers. Mais il faut toujours se méfier parce que ce n'est pas... Voilà. Pour le radis, on sait pourquoi certains radis piquent et s'il y a un moyen d'enlever Bien cette... sûr. Alors un radis qui pique, c'est un radis qui a souffert. Il a manqué un petit peu d'eau. Donc voilà, en tout début de saison, quand on sort de l'hiver, on a encore plus d'humidité que l'été. Donc là, en ce moment, les radis ne piquent pas. On dit souvent les radis de printemps, ils piquent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas manqué d'eau. Donc là, vous avez quand même des variétés de radis un petit peu plus piquantes. Par exemple, le très rouge et les plus foncés sont un petit peu moins piquants. Mais voilà, un radis qui n'a pas manqué d'eau ne pique pas. Après, moi, quand un radis se pique, j'aime bien aussi. Hein, oui, mais Régis, ça fait c'est partie. délicat. Elle est sensible. Elle est sensible. Hein. Et les oignons qui font pleurer alors dû au composé sulfuré des oignons, vous avez un truc pour que ça soit plus facile? Non, mais c'est un peu des trucs de grand-mère. Hein. Soit on met ses lunettes, déjà, ça aide. Ou on peut aussi éplucher les oignons avec les mains dans l'eau. Non, mais après, c'est bien de pleurer un petit coup. Le couteau sous l'eau chaude, ça marche aussi. Ouais, voilà, il y a 2-3 petits trucs comme ça. Après, on pleure un petit peu, on se fait consoler. C'est bien aussi. Hein. On parlait des fans de carottes. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, les fans de carottes, on peut déjà, on voit ça un petit peu dans les restaurants, de temps en temps, frire carrément le frire comme ça. Donc, ça amène un petit peu de hauteur à un plat dans l'assiette, tout ça. On peut carrément les couper et faire un velouté avec. Donc là, que la fan de carottes. Des fois, on peut emmener une pomme de terre binge, une vieille pomme de terre, un petit peu pour donner de la texture. Il faut avoir un bon mixeur, mais alors en goût, c'est puissance 1000. Hein. Pourquoi en cas de gastro-entérite, on dit qu'il faut manger des carottes? Je ne sais pas si c'est vrai d'abord.
En général, quand on a une gastro-entérite, on arrête les légumes, sauf en effet les carottes, la banane et on met un petit peu de riz. Alors pourquoi? Bonne question. J'avoue que dedans, il n'y a pas vraiment... Il y a des fibres comme dans tous les autres, mais la carotte est peut-être un petit peu moins active sur le transit que d'autres. Et on nous demande, à part cet usage, en quoi les carottes sont-elles intéressantes? Intéressante parce que cette jolie couleur orange est due à des antioxydants, de la provitamine A, du bêta-carotène et d'autres caroténoïdes. Donc elle fait partie de ces aliments dans la prévention du vieillissement en règle générale. Et puis alors elle a été maltraitée, la carotte, parce qu'on a dit qu'elle était trop sucrée. En fait, on s'était trompé au départ dans son index glycémique, c'est-à-dire son pouvoir sucrant. Il est bas, en particulier quand la carotte est cuite. Donc mettez la carotte au programme. Alors, juste là-dessus, la carotte, attention, il y a quand même des vertus pour le bronzage. Au lieu de manger des gélules, bronzer bien cet été, alors moi je conseille aux clients, pendant 15 jours, on fait des excès de carottes, melons, tomates, et puis un petit peu d'huile de pépins de raisin ou de foie de morue. Et là, on bronze. On bronze vraiment pendant 15 jours. Le teint change. Voilà. Des idées de smoothie de printemps pouvant s'inscrire dans le cadre d'une petite cure détox. Alors on rappelle que la cure détox, ça n'existe pas vraiment, puisqu'on a quand même 2 reins et un foie qui sont faits pour ça. Exactement, voilà. Mais donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour aborder le printemps un peu en forme? Là, effectivement, avec les produits de printemps, c'est bien parce que les carottes sont encore plus juteuses. On peut laisser la peau des concombres, on peut mettre les fans de radis. Pour faire des smoothies. Voilà. Ouais. Mais alors, moi, je dis, à toute saison, on peut en faire. Il suffit de prendre des légumes de saison. Parce que si vous commencez à faire des smoothies hors saison, avec des carottes en fin d'hiver, très grosses, un peu fortes, pas bonnes, quoi, moins juteuses. Donc voilà, on prend déjà des légumes de saison. Donc en ce moment, on va faire beaucoup avec concombres, carottes, on peut mettre du céleri branche, du fenouil. Voilà, après, attention aussi, les goûts, que ce soit quand même agréable à boire. Donc on rajoute aussi peut-être un peu de betterave, ça adoucit un peu, ça donne de la couleur. Voilà. L'idée, c'est quand même de manger des bonnes choses. Puis quand vraiment on n'arrive pas à faire quelque chose de bon, on peut mettre 2-3 pommes. Ça adoucit un petit peu aussi. Oui, c'est un bon moyen aussi de faire aimer les légumes aux enfants que de les consommer sous cette forme, rapidement consommable d'ailleurs après que le smoothie ait été fait, et de mélanger, pourquoi pas, un tiers de fruits pour 2 tiers de légumes. La betterave, on a un conseil culinaire, mais déjà, quel est l'intérêt de la betterave? Encore un aliment très riche en anthocyanes, ces fameux antioxydants, peu caloriques et riches en fibres, donc bonne pour le transit. On nous demande quel assaisonnement il faut préférer pour les betteraves en salade. Alors, la betterave, il y a quand même 2 façons connues de les manger, crue et cuite. On trouve souvent dans les commerces la betterave cuite. Bon, on trouve aussi de plus en plus la betterave crue, qui est moins chère. Qu'on peut cuire soi-même, si voilà, on veut, qu'on peut cuire soi-même. Et puis, on trouve aussi la betterave chioggia, celle qui est blanche avec des ronds roses. La betterave jaune, donc on peut faire des carpaccio comme ça, avec juste un petit peu d'huile d'olive, du sel. On peut aussi mettre un petit peu de vinaigre et faire attendre un petit peu la préparation, que ça cuise un petit peu, que ça soit moins dur, moins croquant. Voilà, il y a quand même beaucoup de façons de se faire plaisir. Mais vraiment, la betterave crue, c'est un produit qu'on ne vendait pas du tout avant. Puis maintenant, on en vend bien. C'est vraiment bon. Je suis souvent constipé. Quels légumes consommer pour faciliter le transit intestinal? Des légumes, en règle générale, des légumes midi et soir, et des légumes qui vont être riches en fibres, mais des fibres pour éviter qu'on ait des problèmes intestinaux, des fibres plutôt douces. Donc c'est vrai que tout ce qu'on a là devant vous est riche en fibres. On va éviter, comme on disait tout à l'heure, peut-être des produits, l'artichaut peut être un tout petit peu moins toléré, l'oignon également, mais tout ce qui est carottes, courgettes, épinards, pousses d'épinards, tout ça, ça passe extrêmement bien parce que ce sont des fibres douces qui vont favoriser le transit. La tomate est-elle un fruit ou un légume? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue botanique, ce sera un fruit. Et puis, du point de vue d'utilisation, c'est un légume. Puisque dans la tête des gens, quand on vulgarise les appellations, ce qu'on mange salé, c'est un légume. Ce qu'on mange sucré, c'est un fruit. Bon, maintenant, ça fait longtemps ça fait quelques années, en tout cas, qu'on a de plus en plus de bonnes tomates. Des tomates charnues, des tomates... vraiment, on a retrouvé le goût des tomates. On fera une émission bientôt sur les tomates, tiens, d'ailleurs, ça... Marina, parce que vraiment, les tomates, à vos ordres, c'est comme les asperges. On dit pourquoi tu n'as pas amené d'asperges, on peut faire une émission sur les asperges. Non, mais vraiment sur la tomate, il y a des passionnés de tomates maintenant, des gens qui trouvent des variétés, qui cherchent des goûts, et puis voilà, qui cultivent en pleine terre. C'est vrai qu'on a quand même souvent parlé des cultures de la tomate, où c'est qu'on avait des tomates complètement insipides. Alors un petit conseil pour les clients par rapport à la tomate, quand on met la tomate au frigo, au réfrigérateur, elle perd du goût. Voilà, et elle revient, quand on la remet à température ambiante, elle ne retrouve jamais ce goût. Donc,
Voilà, tout à l'heure on parlait de où mettre les légumes. Les tomates, vraiment, on les met pas au frigo, on les laisse. Voilà, on les consomme rapidement. Une tomate à peine trop mûre, c'est toujours mieux qu'une tomate qui n'a pas de goût. Donc vraiment, on ne met pas les tomates au frigo. Il y aura une émission sur les tomates, ne vous inquiétez pas. Je suis libre. Cuire les légumes printaniers dans un wok, est-ce que c'est intéressant et pourquoi? La cuisson au wok, de toute manière, est intéressante parce qu'elle est rapide. On n'a pas besoin de rajouter de matière grasse. Elle garde bien, même s'il y a quand même une perte des nutriments. Et elle garde également le goût. En plus, on peut améliorer avec des herbes et des épices qui sont aussi anti-inflammatoires. Entre tous les styles de cuisson, il y a quand même des cuissons à privilégier pour garder le maximum. J'ai bien compris que c'était les légumes crus qui étaient le mieux au niveau valeur nutritionnelle, mais si je dois cuire, il y a un système de vapeur. Alors la vapeur qui est quand même celle qui va conserver le mieux ces nutriments en évitant des pertes. Par exemple, quand on cuit dans l'eau, on va perdre beaucoup. Alors comment on fait quand on cuit dans l'eau? Il faudrait consommer l'eau, le mettre dans des soupes, dans des bouillons pour pouvoir garder tous les nutriments. J'aimerais faire goûter les artichauts à mes enfants. Ça n'est pas facile à consommer. Comment les préparer? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour que les enfants apprécient les artichauts? Eh bien, écoutez, moi, j'ai jamais vu d'enfant qui n'aimait pas, déjà. Donc, parce que c'est ludique, bien sûr, comme disait Coluche, je crois, c'est l'aliment du pauvre. Il y en a plus quand on a fini que quand on commence. Donc, voilà. Déjà, un conseil pour l'artichaut, on ne coupe pas la queue, en fait, ici, on la casse. Je ne sais pas si je vais y arriver, parce que... Voilà. Donc, on la casse, ça permet de casser un petit peu les fibres de l'artichaut. Il faut vraiment l'acheter avec la queue parce que ça permet de voir la fraîcheur. Hein, donc ça, c'est déjà important. Après, je pense que ça réside quand même de faire aimer les artichauts aux enfants dans la petite sauce qu'on va mettre avec. Hein. Donc c'est vrai, quand on a des légumes verts... suivant l'appellation qu'on donne, si vous mettez, je vous mets une poêlée de haricots et de petits pois, c'est difficile. Une poêlée Monsieur Géant vert ou 7LM ou ce que vous voulez. Mais voilà, il faut donner aux enfants envie de manger des légumes en faisant quelque chose de plus ludique, une sauce un petit peu sympa. On peut faire un fromage blanc light avec des herbes, ou un petit peu de ketchup. Voilà. Allez, faites manger des légumes à vos enfants. Merci beaucoup à toutes les deux. Nous pensons à la tomate, ne vous inquiétez pas. Pas de problème. Lundi, on verra comment on vit avec une stomie dans Allo Docteur. D'ici là, passez un très bon week-end. Au revoir.